Salut à vous et bienvenue à Téléglise. Qu'est-ce qu'on mange? Cette question familière et souvent familiale est devenue ces dernières années une question de société. Qu'est-ce qu'on mange? Notre nourriture est-elle saine? Dans quelles conditions est-elle produite? Avec quels impacts sur l'environnement? Nous parlons donc aujourd'hui d'alimentation et de mode de production de nos aliments. Avec vous, Manuel Jureau, vous êtes président de Slow Food Jura. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est Slow Food Jura et quels sont vos objectifs? Alors, Slow Food Jura existe depuis environ 4 ans. C'est un mouvement populaire qui regroupe environ une petite centaine de membres à travers l'arc jurassien. Et nous sommes une association à but non lucratif qui promeut le bon et le bien manger. Donc, à travers des producteurs, à travers des chefs de l'Alliance, comme vous avez ici à Bienne, du côté de Moutier, ce sont des gens qui promeuvent le bien manger et qui épousent la philosophie de Slow Food en faisant part de leurs connaissances, en faisant part de leur expérience et en promouvant la philosophie de Slow Food. Slow Food en Suisse, c'est environ 4000 membres répartis dans les différents cantons. Une vingtaine de conviviums, un convivium tel que le convivium Jura. Alors avec vous, nous accueillons aussi Véronique Claude. Vous êtes formatrice en permaculture, consultante en économie circulaire, maraîchère vous-même, et vous êtes responsable de la Maison jurassienne pour l'agroécologie. Alors qu'est-ce qu'est le MJPA? Alors, la Maison jurassienne pour l'agroécologie a été fondée il y a 3-4 ans environ. L'objectif de cette Maison jurassienne, c'est de favoriser et de préparer les agriculteurs à une agriculture 100% naturelle, de par des formations, de l'accompagnement, de l'aide à la transition, mais aussi au travers de l'information chez le consommateur, parce que l'un et l'autre doivent marcher dans la main pour implanter ces transitions. Alors avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose de découvrir un producteur de céréales bio. C'est Élie Grosjean à Saules, dans le Jura bernois. Depuis quelques années, il revalorise une ancienne céréale appelée l'engrain ou petit épeautre. Je vous invite à découvrir ce reportage signé Bastien Beziger. Jusqu'en 2018, je faisais semer mes champs par un agriculteur qui a du matériel très moderne, qui faisait le travail très bien. Mais à la fin de la journée de travail, il me manquait quelque chose. C'était le fait que c'était lui qui avait semé et pas moi. Et j'ai acheté du matériel d'occasion pour pouvoir faire mon travail du début à la fin. Donc c'est moi qui sème. Et 15 jours après, je vais voir des petites plantules ou des grès germés, des petites plantules. On est allé voir des champs au sortir de l'hiver qui démarrent. Il y a, je ne vais pas parler de spiritualité, mais je ne sais pas, moi, il y a une nourriture, il y a quelque chose que je trouve fantastique, qui me fascine. Voilà l'engrais. 9 à 10 tales depuis un grès. Donc un grès va faire 9 à 10 tiges amples florales qui vont monter et faire chacune un épi. C'est qu'on a eu la neige il y a 2 jours. Ça a beaucoup remouillé. Mais cette année, il est beau. L'année passée, il était moins développé au même moment. On a débuté la culture de l'engrais ou petit épeautre. Donc on l'a débuté dans les années 2010-2011 par un premier essai. Ça a très vite pris de l'ampleur. L'engrais petit épeautre, c'est la céréale qui n'a pas été sélectionnée depuis toujours. On dit qu'on en a retrouvé chez les lacustres, le même qu'on cultive maintenant. C'est une céréale qui
possède les 8 acides aminés essentiels à la vie, qui est riche en carotène, en bêta-carotène. Donc ça fait un pain qui est relativement jaune ou une farine jaune. Et puis si on le panifie au levain naturel, on arrive à un pain de très très haute qualité, gustative et nourricière. Et tu as vu comme il est bien sorti? Ouais. Il valent la peine ces blés. Il Ouais. ne faut pas les abandonner. Hein. Ce type de céréales, on a l'impression que ça peut amener beaucoup de choses au monde moderne qui s'emballe par la pureté des choses, par la sélection extrême. Et entre autres, les gens qui supportent de moins en moins le gluten, on a découvert que dans les vieilles céréales, c'était des gluten beaucoup plus digestes. Donc, et des céréales qui ont encore du goût. Donc le pain ne devient pas qu'un support, mais éventuellement un pain qui a du goût et qui est agréable à manger. On sélectionne nos propres semences. Il y a l'intervention d'un tiers avec une récolteuse, la moissonneuse-batteuse, mais enfin, du début à la fin, le grain ne part jamais de chez moi. Alors effectivement, on stocke nos grains, on les passe dans un trieur et pour certaines variétés, on doit les passer dans un décortiqueur qu'on a aussi à la grange et après, on peut livrer à notre boulanger à 3 km qui fait la mouture et qui fait le pain. Et tout ça, c'est une satisfaction de la maîtrise de cette chaîne du début à la fin. Grandement satisfait de la récolte. Le champ avait très peu d'endroits versés. Et puis, si on décortique un grain ou l'autre, les grains ne sont pas trop petits, c'est même des beaux grains d'un grain. C'est le grand plaisir de la saison de la céréale, c'est qu'on a commencé par sélectionner de la semence, choisir un champ, on l'a préparé, on l'a semé. Je viens régulièrement le regarder sortir de terre, pousser. Et puis tout à coup, un collègue vient avec sa machine, nous fait un joli travail et puis nous remplit la remorque. Et moi, c'est vraiment un grand plaisir de voir ça, de pouvoir le toucher, puis d'imaginer après le nettoyage, le décortiquage, et puis se dire qu'il y aura au bout un boulanger qui fera un pain. Ce trieur, on est allé le chercher un samedi ou un vendredi, mais le dimanche, je l'ai fait tourner, je l'ai mis en marche. Il fallait voir s'il marchait. Et effectivement, que ça ne marche pas toujours. Il y a des fois où notre grain passe à côté. Maintenant, je suis passé à midi là-haut, il y a un sac qui est tombé, il y a la moitié du grain à côté. Enfin, voilà. Autant moi, je peux être déconnecté
des gens connectés, que les gens modernes connectés sont déconnectés d'où vient la nourriture, de la base. Une céréale, il lui faut entre 8 et 11 mois pour pousser. Enfin voilà, je pense qu'on peut ramener ce lien aux gens qui sont quand même les consommateurs. Et nous, agriculteurs, sans consommateurs, on n'est quand même rien. Le but, c'est quand même de nourrir une partie de la population avec des produits le plus direct possible et le plus court possible. Manuel Jureau, comment vous réagissez à ce reportage? Élie Grosjean est membre de l'association Slow Food. Est-ce qu'il est représentatif, au fond, de la philosophie de votre association? Oui, tout à fait. C'est un reportage que je trouve magnifique, absolument représentatif de cette philosophie que promeut Slow Food ici dans la région, et puis représentatif d'une production, d'une ancienne variété de blé comme l'engrain, une production également via le transformateur qui est Olivier Hoffmann, un boulanger à Reconvillé, un très bon exemple d'un circuit court local. Véronique Claude, vous allez peut-être nous aider à comprendre un certain nombre de concepts, parce qu'on parle voilà, on a un agriculteur bio. Alors vous parlez aussi d'agroécologie, on parle aussi de permaculture, de circuits courts et de slow food. Alors peut-être vous pouvez nous aider un petit peu à comprendre toutes ces appellations. Oui, peut-être commencer par l'agriculture biologique. C'est une agriculture qui est régie par un cahier des charges qui est proposé par la Confédération. Les agriculteurs déjà la pratiquent une agriculture un peu plus élaborée ou plus respectueuse de l'environnement qu'une agriculture traditionnelle. Contre le respect de ce cahier des charges, ils bénéficient d'une subvention pour compenser une éventuelle diminution d'une production, etc. Le terme d'agroécologie, pour moi, il est un petit peu galvaudé, ou c'est peut-être devenu un mot dans lequel on va mettre beaucoup de choses. Agroécologie, un agriculteur conventionnel qui va faire une céréale avec une couverture de sol et puis plus tard, en début de saison d'été, va quand même le traiter avec des produits chimiques parce qu'il pratique la couverture de sol, il peut parler d'agroécologie. Permaculture, la permaculture c'est une agriculture, un procédé d'agriculture ou de culture qui va lier tous les éléments d'un même système, que ce soit le sol, que ce soit les machines, que ce soit les animaux, les humains, etc. Puis les interactions entre eux tous vont favoriser une biodiversité qui va permettre une meilleure qualité de l'aliment et puis une diminution des problèmes. La grande différence entre une agriculture biologique ou une agriculture permaculturelle, dans une, c'est comme si on mangeait assez bien, mais quand même que la nourriture est un petit peu insuffisante en valeur nutritive, puis qu'à la fin du mois, on va un petit peu se soigner à la pharmacie en demandant des huiles essentielles ou un traitement phytosanitaire, un traitement naturel. La permaculture, elle, soigne, c'est-à-dire on mange très bien tout le mois et du coup on évite d'aller à la pharmacie. On prévient le problème, on tente de faire en sorte qu'il n'arrive pas plutôt que de devoir traiter. Manuel Jureau, alors là il y a en plus tout l'aspect au fond de valorisation de céréales anciennes. À vos yeux, ça c'est quelque chose qui est important de redonner des lettres de noblesse à des choses qu'on a un peu oubliées? Bien sûr, c'est tellement important à ce jour de manger sainement, de manger bon, propre et juste, qui est la devise de Slow Food, un bon produit, justement rémunéré pour son producteur, pour son transformateur.
et puis propre, cultivé, fabriqué de façon propre, biologique, sans adjuvants et autres. Et cet exemple de pain, le pain, c'est quand même un aliment des plus courants, des plus réguliers que nous avons à manger. Et face à la mondialisation de fabrication de pain que l'on trouve à proximité de chez nous quand même, il faut le dire, c'est un superbe exemple. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces producteurs ne sont pas uniques. Il y a d'autres régions, dans le canton de Vaud, dans le canton de Neuchâtel, dans le canton du Jura et autres, qui travaillent avec cette philosophie-là. Ce sont des pionniers quand même, malgré tout. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, notamment dans la région, de revalorisation de produits un peu oubliés? Alors, on a un autre produit qui est mis en avant, qui est mis en valeur par Slow Food à travers, on appelle ça l'arche du goût. L'arche du goût, c'est un symbole qui se charge de répertorier des productions, des savoir-faire et des produits, en l'occurrence la tête de moine, qui est fabriquée selon une recette différente de la tête de moine que l'on trouve habituellement dans nos magasins, dans nos supermarchés. Et on a mis en avant cette production, ce producteur, ces producteurs, pour ne pas perdre cette recette de fabrication de tête de moine fermière, bio, ici au Jura. Et comment on explique alors que ces produits, au fond, qui semblent adaptés, qui semblent être bons pour la santé, soient comme ça oubliés? Les céréales anciennes, etc. Par exemple, oui. Tout simplement, l'industrie agroalimentaire préfère la quantité à la qualité, et puis il faut des tomates qui soient appropriées à des cajots. On a transformé nos semences via l'OGM ou la génétique pour obtenir des légumes et des fruits, des céréales qui sont pratiques, qui peuvent se transporter sans lumière et faire beaucoup de kilomètres. Et puis nos sols se sont beaucoup appauvris. Et puis du coup, une pomme, ma grand-mère me disait il y a 50 ans, mange une pomme tous les jours, tu seras en santé. Aujourd'hui, elle est obligée de me dire mange-en 50, même si c'est une variété bio, etc. On a tellement modifié la base de notre alimentation qu'elle a diminué en valeur nutritive d'environ 20%. Il faut 1 litre de lait d'une vache de Jersey à 2,30 pour avoir 1 litre de lait d'une vache de Jersey a les valeurs nutritives de 15 litres de lait en grande surface. Ce qui est aussi frappant dans le reportage, c'est qu'Élie Grosjean, il met beaucoup d'importance dans le fait, au fond, de maîtriser tout le parcours, au fond de la semence jusqu'à la récolte, le triage, et même de savoir que le boulanger qui va encore transformer la graine en farine et faire le pain soit si proche. Ça aussi, c'est quelque chose que vous diriez est important, vous partagez cette valorisation de cet aspect? Et bien sûr, c'est déterminant, on l'a vu ces dernières années, notamment ces 2 dernières années avec ce qui s'est passé au niveau sanitaire. On a eu beaucoup de personnes, de consommateurs qui se sont dirigés directement en droite ligne vers la ferme, vers le producteur. Ils voulaient éviter d'aller en magasin, ils cherchaient des producteurs. Régulièrement, je recevais des demandes où peut-on acheter de la viande, où on peut acheter tel et tel produit chez le producteur. Et ça, c'est fantastique. On est dans une région où on a une panel de producteurs qui sont capables de nous alimenter de façon propre, de façon compétente et goûteuse. Vous êtes maraîchère, vous remarquez aussi cet intérêt pour ce qu'on appelle le circuit court, de la production, la transformation jusqu'au consommateur? Oui, évidemment, puisqu'il faut relever, c'est que l'amour que met Élie dans son champ, c'est représentatif de la lumière dont a besoin un légume. Une tomate, elle ne va pas mûrir si elle n'a pas de lumière. Le respect du travail à Élie, c'est apporter un complément à cette lumière, et ça se retrouve après dans notre aliment. Ça fait partie de ces valeurs nutritives qui ont aujourd'hui quasi disparu de notre alimentation. Qu'est-ce que vous entendez par la lumière, là, dans ce cadre-là?
en aimant son travail comme Élie le pratique, il va aller entreposer sa céréale dans un endroit qui est conséquent, qui est justement plus lumineux, même si ça lui demande 20 minutes de plus dans sa journée de travail, plutôt que de le laisser stocker dans un endroit où la céréale risque l'humidité, etc., etc. Il va vraiment prendre soin de son produit du début à la fin, et ça se retrouve évidemment dans la qualité de la nourriture ensuite, dans l'assiette. Alors on entend quand même souvent cette critique que voilà, des gens comme Élie Grosjean, c'est des rêveurs, c'est des nostalgiques, ils veulent retourner dans le passé. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Je pense qu'elles sont totalement infondées, ces critiques. Élie Grosjean, la famille Grosjean, que je connais depuis des années, c'est une famille qui est bien dans sa tête. Ils sont bien dans leur basket. Ils savent ce qu'ils cultivent, ils savent ce qu'ils produisent, la destination de leurs produits. C'est une famille heureuse. C'est une famille d'agriculteurs heureuse et qui en vivent. Ils vivent décemment de cette culture, de cette production. Les doux rêveurs, bien sûr, Élie, je pense qu'il a un côté rêveur, mais dans le bon sens. Pas dans un sens tel que les gens qui le critiquent ou qui le montrent du doigt. Au contraire, je pense que c'est un sacré exemple. Je ne pense pas qu'il a un air rêveur, je pense surtout qu'il a un air joyeux et heureux. Aussi, oui. Vous, on vous accuse parfois d'être déconnecté par la page? Non, parce que j'enseigne la permaculture, et la permaculture, c'est surtout pas un retour en arrière dans les pratiques, c'est associer des savoirs ancestraux qui sont nécessaires à une technologie d'aujourd'hui, à des connaissances de sol d'aujourd'hui, et justement gagner en qualité, gagner en quantité au travers du lien entre ces pratiques. Valoriser les talus aux abords d'un champ de céréales en amenant des plantes qui vont favoriser la biodiversité, qui vont permettre des auxiliaires ou des insectes qui vont faire le travail de traitement sur la céréale, eh bien, ça va éviter des heures de traitement, ça va éviter des frais de traitement, et ça va surtout éviter à l'agriculteur à la fin de saison de devoir encore aller couper les talus et les entretenir. Et puis lier ces pratiques, connaître la biodiversité, les savoirs ancestraux, à la céréale qu'on va implanter au centre, ça n'a rien d'un retour en arrière. Et pourtant, on a quand même l'impression que c'est un combat difficile, que, voilà, il y a l'agro-business, en face, il y a des moyens. Et comment peut-on, j'allais dire, gagner ce combat? Enfin, comment arrive-t-on à s'opposer, au fond, à cette agro-industrie qui a quand même des moyens et puis qui est très implantée? Alors, Slow Food sensibilise le mangeur à ce genre de situation. Et puis, j'entends, on est quand même raisonnable. Quand on voit ce type de reportage, on est quand même beaucoup plus sensible à une personne qui ne connaît pas Élie, la famille Grosjean. Elle a envie de découvrir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Donc, ils vont se diriger vers ces producteurs et puis ils ne vont pas se diriger vers les grandes surfaces. Et c'est à nous, c'est à vous de réagir en fonction de cette mainmise de plus en plus importante de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que cet accent sur le consommateur, le changement des habitudes, est-ce que ça suffit? Ou bien est-ce qu'il faut aussi mettre en place d'autres mécanismes politiques, financiers? Vous parliez que le bio, il y a des subventions, mais pour valoriser des nouvelles céréales, pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes à mettre en place? Non, je pense que le consommateur de masse que nous sommes tous avons l'effet de levier dans les mains, et puis que la quantité l'emportera sur l'industrie agroalimentaire. À un moment donné, si un consommateur arrive au panier en circuit court et qu'il apprend à manger de cette façon-là, il ne reviendra pas en arrière parce qu'il ne pourra pas. La nourriture sera tellement meilleure à son palais qu'il ne va plus remanger de l'industrie agroalimentaire ensuite. La période Covid a bien favorisé ce retour à des bonnes valeurs nutritives.
Il n'y a plus qu'à continuer. Après, forcément, au niveau politique, il y aurait des démarches à entreprendre, mais dès le moment où on parle politique, on parle économique et puis on parle résultat d'entreprise. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Hein. Mais une agriculture durable et de proximité, enfin, comment vous disiez, bon, juste et propre. Cette agriculture-là, elle a un prix. Et si c'est le consommateur qui paye, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, j'allais dire, une alimentation à deux vitesses? Ceux qui ont les moyens peuvent se payer voilà, un pain fait avec de longs grains, et puis le reste vont dans les supermarchés. Ce qui est bon marché est encore toujours trop cher. Et puis, quand on se met à manger régulièrement une alimentation saine, on la paye évidemment au départ un petit peu plus cher, mais quand on a consommé 80 grammes du risotto d'engrain à Élie le jour à midi, je pense qu'aux 2 heures et aux 4 heures, on va pouvoir oublier la branche de chocolat à 1,50 franc qui va sortir du frigo, et cette alimentation-là, à terme, devient moins chère, en tout cas pas plus chère qu'une alimentation agroalimentaire. Regardons vers l'avenir. Quelles sont les perspectives pour Slow Food Jura? Quelles sont vos activités ou vos combats? Alors, la formation, l'éducation au goût est une part très importante. On le voit régulièrement. Slow Food Jura existe depuis 4 ans environ. On est constamment à informer, à sensibiliser, à promouvoir ce bien manger. Ce type de reportage qu'on a vu ce soir est assez caractéristique. Et pour la maison jurassienne, pour l'agroécologie? Entreprendre le plus de formation possible chez nos agriculteurs, essayer aussi là, de toucher l'OFAG, les autorités, pour leur permettre de trouver des solutions financières de transition. Et puis, autant que Slow Food, pratiquer l'information aux consommateurs, l'information, c'est nécessaire. Alors, nos encouragements, plein succès dans ce travail important de sensibilisation et d'information. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.